Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par le pôle Yvelines, PMA Yvelines. Nous sommes ravis de vous retrouver aussi nombreux aujourd'hui. Nous allons démarrer dans quelques minutes, le temps que chacun puisse se connecter tranquillement. En attendant, nous vous invitons à couper, à laisser vos micros coupés et à tout de suite pour le début de la session. Alors, nous allons démarrer dans quelques minutes, le temps que chacun puisse se connecter. En attendant, nous vous invitons à regarder une courte vidéo d'introduction. À tout de suite pour le début de la session. Faites d'une recette de famille votre plat signature. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think.
The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ziad Sali, chef de projet et membre du pôle PMA Yvelines, et je suis ravi de vous accueillir ce soir à notre webinaire intitulé Conduite du changement, exploration des modèles classiques, changement systémique et complexité. Ce webinaire a suscité beaucoup d'intérêt avec un nombre important d'inscriptions. Vous êtes actuellement 70 participants connectés et nous vous remercions chaleureusement pour votre présence. Merci de bien vouloir garder vos micros coupés afin d'assurer une qualité d'écoute optimale. Je vous rappelle que nous aurons une session de questions-réponses à la fin de la présentation, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants d'exception, experts du changement, Dominique Coz et Sylvie-Jeanne Labrosse, qui vont nous guider dans une exploration à plusieurs niveaux de la conduite du changement à travers des approches classiques, systémiques et complexes. Dominique Coz, consultant, coach et fondateur de Crystalist, Dominique accompagne depuis plus de 20 ans des organisations dans leur transformation à fort enjeu. Déploiement de l'agilité à grande échelle, gouvernance produit ou encore pilotage de programmes complexes. Il enrichit ses approches classiques en intégrant des outils issus de la systémique, des sciences du comportement et du sense-making, avec une attention particulière portée à la dimension humaine du changement. Sylvie-Jeanne Labrosse, consultante,
formatrice et coach professionnel au sein de SG Consulting. Elle est experte en transformation agile des organisations. Elle accompagne des grands comptes tels qu'Orange, Société Générale, BNP ou La Poste. Elle est certifiée ProSci Change Practitioner, SAFe, SPC, PMP, PMI ACP et Black Belt Lean. Elle met un accent particulier sur l'alignement entre le sens du changement et les valeurs humaines pour permettre aux équipes de vivre les transformations d'une manière sereine, engagée et porteuse de sens. Merci à tous les deux d'avoir accepté de partager votre expertise avec nous ce soir. Je leur laisse maintenant la parole pour explorer avec nous les différents modèles, méthodes et retours d'expérience autour de la conduite de changement. Dominique, Sylvie Jeanne, c'est à vous. Merci Ziad et bonsoir à tous. Bonsoir à tous aussi et ravi d'être là. Je vais commencer par quelques slides pour planter un peu le décor et ensuite je donnerai la main à Sylvie et on alternera jusqu'à la fin de cette présentation. Alors, le slide n'est pas encore affiché, voilà. Donc, un premier slide pour montrer un peu comment les transformations se sont accélérées sur ces dernières décennies. Le premier graphique sur la gauche montre l'accélération des fusions-acquisitions. Et en parallèle, vous voyez en vertical, en noir, l'apparition d'un certain nombre de référentiels de management de programmes de transformation, comme MSP de PeopleCert ou Managing Programme du PMI, des référentiels plus tournés vers le change, comme ADKAR ou Cotter, dont va parler Sylvie Jeanne juste après. Vous avez aussi un ouvrage qui s'appelle le Managing Change in Organization Practice Guide du PMI. Pour ceux qui sont un peu nouveaux sur le sujet, je vous invite à le lire. C'est une très bonne introduction sur cette thématique. Et il y a bien sûr bien d'autres référentiels et de pratiques qui existent, moins connus, plus diffuses. Mais on voit qu'il y a une accélération très forte sur ces dernières décennies. Sur la droite, vous voyez des petites boîtes, c'est les livrables, hein. On a commencé surtout à se centrer sur les livrables dans un premier temps, mais on a très vite vu qu'on avait besoin de valider qu'on avait atteint les objectifs des différents projets ou programmes de transformation. Et pour ça, on peut mesurer donc avec des bénéfices ou des key results ou quelle que soit la méthode qu'on veut. Mais pour avoir ces bénéfices, eh ben, il faut avoir effectué le changement. Et donc, on s'est concentré de plus en plus sur les problématiques de changement pour mener à bien ces transformations et être sûr qu'on atteint les objectifs. Donc, un intérêt plus fort sur les problématiques de changement qui s'est matérialisé sur les dernières années par un renforcement des structures qui accompagnent le changement, comme les CTO, les Chief Transformation Officers, ou les structures d'appui, comme on avait des PMO pour les projets, des centres d'excellence agile pour l'agilité. Maintenant, on a des centres d'appui ou des structures d'appui qui viennent accompagner le changement dans l'organisation. Donc voilà, quelque chose qui est relativement jeune, mais qui prend de l'importance sur les dernières années. On va peut-être passer au slide suivant. Alors, je vais vous présenter deux grandes approches, deux cadres dans lesquels se déploient ces problématiques de change les plus courantes. La première, c'est les programmes de transformation. Donc, les programmes de transformation, c'est des grosses structures de gouvernance qui vont embarquer des initiatives qui peuvent être des projets, des chantiers, toutes sortes d'activités qu'il faut coordonner pour atteindre un objectif de transformation dans l'organisation. Et la plupart des grosses structures, des grosses entreprises ont souvent plusieurs programmes de transformation en parallèle qui coexistent. Euh, et ces programmes de transformation, ils ont donc une gouvernance spécifique, bien sûr, mais ils ont aussi des rôles qui vont s'intéresser plus spécifiquement aux problématiques de change, comme par exemple, si on prend la méthode MSP, c'est les Business Change Managers, qui sont des correspondants côté métier. On peut avoir des pratiques de management de bénéfices qui vont s'assurer que le changement a opéré pour qu'on puisse récolter les bénéfices. On va avoir une importance qui va être assez forte pour les parties prenantes, voir comment on communique et comment on travaille avec les parties prenantes. On va s'intéresser à comment on insère la trajectoire sociale dans les roadmaps et les trajectoires du programme de transformation, etc. Donc il y a plein de dimensions autour de la conduite du changement qui se mettent en place et sur lesquelles on donne de l'importance parce que ces programmes ne sont efficaces que si la transformation a abouti jusqu'au bout et pas seulement si elle a donné quelques livrables et capacités successives. Pour donner quelques exemples,
sur lequel je suis intervenu. Bah, par exemple, un programme de refonte de la filière fiduciaire d'une banque centrale, des programmes qui durent 10 à 15 ans. Des programmes réglementaires, il y en a beaucoup dans la banque. Par exemple, un programme IFRS 9 qui coordonnait 80 entités bancaires dans le monde et qui a impacté les métiers de risque et de la finance. Ou encore un programme de gestion de l'espace aérien, de la refonte de la gestion de l'aérien, et des choses assez classiques comme tout ce qui est maintenant, depuis un certain nombre d'années, sur les transformations agiles menées par les DSI, mais maintenant ça va souvent au-delà des DSI dans les entités métiers. Je pense que Sylvie Jeanne pourra vous en parler aussi, parce qu'on a vécu quelques-unes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup accompagné parce que c'est aussi une transformation même de la culture d'entreprise, des métiers, des rôles, etc. Voilà, donc ça, c'est une façon d'aborder le changement. Le deuxième, c'est un changement qui est continu ou qui est en continu, où là, on va être plutôt sur des approches itératives avec des incréments réguliers. On va avoir des portefeuilles de changement, d'initiatives de changement, et on va mettre en place des réseaux d'acteurs qui vont accompagner ce changement. On parlait de structures pérennes, par exemple les CTO ou les fonctions support, qui vont accompagner aussi ce changement. Donc là, on est sur des choses qui vont plutôt travailler sur l'ancrage des pratiques, sur la- l'accompagnement pour faire évoluer les cultures d'entreprise, les cultures internes, pour favoriser l'appropriation, etc. Et là, il y a aussi une façon un peu différente de travailler qu'avec un programme de transformation très structuré, avec un objectif précis, même s'il est amené à changer en cours de route. Donc, pour donner quelques exemples, là aussi, on peut, par exemple, j'avais à un moment donné travaillé avec une banque qui voulait mettre en place un chapter change, qui était une structure qui devait favoriser l'ancrage des nouvelles pratiques, par exemple la centricité client, la culture favorisant l'intelligence collective, l'esprit d'entrepreneuriat, etc. Donc, un certain nombre de pratiques qui devaient faire évoluer la culture d'entreprise. On peut citer dans le monde agile les centres agiles ou les LACE, si on est dans SAFE, qui accompagnent la diffusion des pratiques agiles dans l'organisation. Et ça peut aller jusqu'à effectivement les directions métiers. Donc voilà, des structures et des approches qui vont être plus en continu et sur les ancrages des pratiques. Voilà. Et alors, pour initier un peu ces échanges et pour que je ne sois pas le seul à parler avec Sylvie, on va vous faire travailler un peu. On a quelques questionnaires, vous en faites pas, il n'y en a pas beaucoup. Donc le premier, si vous êtes intéressé au changement, vous avez certainement vu qu'à plusieurs reprises, dans les publications que vous lisez, dans les formations, dans les supports, etc., y compris des grands cabinets, cette affirmation selon laquelle 70% des changements, des projets de changement, pardon, échouent. Est-ce que ça vous paraît vrai, vraisemblable, probable, peu crédible, ou vous n'avez aucune idée sur le sujet? Alors, on a les réponses bientôt, je pense. Tout à fait, encore 5 secondes. Ah. Donc, probable pour 55% et 35% vrai. Donc, en gros, c'est presque la grande majorité pense que c'est vrai ou probable. En fait, cette affirmation, elle repose sur rien. Il y a eu des travaux qui ont été menés pour vérifier comment on pouvait valider ces 70%, et on n'a rien trouvé. Je vais vous mettre dans le chat, on ne va pas y passer beaucoup de temps, mais je vais vous mettre dans le chat des liens pour ceux qui sont intéressés, qui pourront aller explorer pour voir d'où vient ces 70%. Mais en gros, c'est plutôt un- une pub un peu commerciale pour accrocher l'intérêt et faire en sorte que les gens s'intéressent à ça en disant, bah voilà, avec ma méthode, ça va marcher. Voilà. Si 70% étaient en échec, ça coûterait très 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 cher aux entreprises, hein, au passage. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui réussissent, que tout le monde réussit, qu'il n'y a pas des problèmes, qu'il y a des difficultés, qu'on peut faire plus ou moins bien. Mais 70%, a priori, il y a rien qui permet de le valider. Voilà, donc je vous le mets dans le chat et je vais passer la main à Sylviane qui va continuer sur la suite.
Très bien, merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter dans cette partie en fait les démarches classiques de conduite du changement. Donc, on a choisi en fait les référentiels les plus utilisés, on va dire. On va commencer par le modèle de Kotter. Donc, dans son livre Leading Change, Kotter nous propose en fait 8 étapes clés du changement. Et ça commence par, pour Kotter, il faut créer un sentiment d'urgence pour pouvoir prendre conscience en fait du changement à opérer. Alors c'est vrai qu'on va le retrouver notamment, je décrirai tout de suite après, notamment dans les approches de transformation agile. On va dire, on ne peut plus continuer à travailler comme on faisait avant. On ne peut plus se permettre. On est arrivé à un point de non-retour. Donc, allez, go change, hein. Il faut absolument opérer ce changement. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on met en place avec Cotter? Étape 2, on va mettre en place une coalition forte, c'est-à-dire ce qu'on appelle des agents du changement, des personnes qui vont effectivement accompagner le changement auprès des collaborateurs, auprès des équipes, pour pouvoir donc faire évoluer les choses. Bien sûr, il nous faudra définir une vision claire, donc étape 3, pour la communiquer cette vision. Donner également les moyens d'agir, hein, puisque on va donner du pouvoir aux équipes, en fait, par exemple, pour pouvoir prendre des initiatives et pouvoir mettre en œuvre, en fait, ce changement. On va constater, en fait, des victoires rapides, hein, donc, du coup, on se frotte un peu les mains, on se dit, bah oui, ça marche, hein, c'est bien, on est en bonne voie, donc on célèbre un peu ces victoires. On va consolider ces gains, donc du coup capitaliser en fait finalement sur les bénéfices. Et puis du coup, on va constater à la fin que tout ce qui existait avant est devenu obsolète, hein. On a ancré en fait les nouvelles pratiques dans la culture de l'entreprise. Donc ça, c'est la vision de Kotter, hein, qui a inspiré donc les modèles de transformation agile. Donc, si on passe à la slide suivante, on va voir que la roadmap d'implémentation en fait de SAFe, hein, ce qui est le Agile Framework, qui est aujourd'hui le framework le plus répandu en fait pour l'agilité à l'échelle, eh bien, est complètement inspiré en fait de la démarche de Kotter, puisqu'on va trouver dans les premières étapes le Go Safe, hein, on constate donc c'est une décision descendante de la part de la direction. Euh, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer à fonctionner en cycle en V, en méthode projet classique, en agile unitaire, c'est-à-dire des petites équipes qui ne fonctionnent pas ensemble, qui ne fonctionnent pas à l'échelle. Go safe. Et là, on met en œuvre donc bien sûr cette coalition pour le changement, hein, c'est-à-dire en fait les agents du changement, comme l'a dit tout à l'heure Dominique, qui sont matérialisés par une gouvernance de l'ACE, par exemple, hein, Lean Agile Center of Excellence, et qui va être également représenté par un Value Manager Office, hein, donc du coup l'ancien APMO qui va appuyer en fait ces nouvelles méthodes agiles, hein, PMO agile. Et puis on commence à identifier, alors on va former bien sûr d'abord les managers, hein, évidemment, parce qu'il faut qu'ils soient également porteurs de ce changement. On identifie voilà, des chaînes de valeur, on identifie des trains en CEF, hein, le train, c'est un ensemble d'équipes, et puis on lance en fait ces premiers trains, hein, c'est-à-dire ces premiers ensembles d'équipes agiles, et on se félicite lors du PI planning et ensuite de la fin du PI, hein, donc la fin du cycle en fait qui amène ce changement. On se félicite des résultats et du coup ça motive le fait d'accélérer en fait le changement. Donc ça c'est vraiment pure SAFe, hein, c'est la roadmap d'implémentation de SAFe qui est complètement inspirée en fait de Kotter. Donc voilà pour dire, alors c'est vrai que retour d'expérience, on sait tous évidemment, hein, le Big Bang, hein, c'est clair que ça peut être un peu dangereux, hein, c'est pas forcément toujours très bien perçu. Les points forts, c'est que bon, ça structure l'approche, hein, on a quand même quelque chose de progressif. On veut aussi mettre l'accent sur l'évolution de l'organisation. Donc, c'est vraiment orienté sur l'organisation. On verra qu'il
les méthodes suivantes ne sont pas forcément orientées sur l'organisation. Bien sûr, on va susciter et solliciter l'engagement de tout le monde, hein, des équipes qui contribuent à ce changement pour l'organisation et essayer d'assurer la pérennité de ce changement. Alors c'est vrai que ça peut donner quand même l'impression qu'on conduit cette transformation agile au pas de charge, hein. Donc, là, j'en ai vu quelques-unes, on va dire, pas forcément bien compris en fait, hein, parce que ben voilà, c'est un peu quelque chose d'imposé. Tout le monde doit suivre, hein. Donc ça peut créer des résistances au changement, on a quand même un peu de soucis. Et puis, il y a un peu un effet surenchère, hein, notamment avec CEF, où il faut lancer des trains, parfois pour lancer des trains, hein, et on n'en comprend plus trop l'intérêt, ça va trop vite, et bah, il y a des personnes qui vont pas suivre. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. En tout cas, c'est clair que pour pouvoir conduire cette transfo de ce type-là, il faut un fort sponsorship, hein. Il faut que la direction soit en sponsor est suffisamment présente en fait, hein, pour soutenir cette transformation. Et ce mode Big Bang n'est pas forcément approprié dans tous les contextes. Donc elle peut être intéressante, mais avec ses points de vigilance. Voilà, on va développer donc ben voilà, un petit sondage. Pour vous, créer un sentiment d'urgence est-il un gage de réussite pour la conduite du changement? Voilà. Alors les réponses sont partagées, hein. Là, du coup. Voilà, donc 31% vrai, probablement 22, faux 46. Donc quand même une majorité finalement qui considère que c'est faux. En effet, bon, tout comme pour premier sondage, on ne s'est pas prouvé du tout que effectivement il faut créer le sentiment d'urgence pour réussir le changement. Ben, ça peut faire peur, hein. Au contraire, ça peut aussi générer des blocages. Après, c'est vrai que pour la prise de conscience, ça peut être intéressant de faire un petit choc psychologique, on va dire, hein, en disant, voilà, c'est plus possible, on est déterminé, on veut embarquer tout le monde, on est motivé, on y va. Voilà. Donc là aussi, hein, force et faiblesse, il n'y a pas de... En tout cas, il faut bien réfléchir au contexte avant de partir sur ces modes-là. Voilà, je vais passer donc à la deuxième approche, donc le modèle de ProSci. Donc ProSci qui propose d'ailleurs une certification practitioner pour mettre en œuvre, hein, cette conduite de changement selon cette méthodologie. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, ben voilà, si effectivement ben, on ne maîtrise pas l'état de transition, hein, c'est-à-dire s'il y a des trous dans la raquette, parce qu'on a une vision floue du changement, comment il doit s'opérer, et si on n'a pas une vision claire en fait de l'état futur visé, eh bien malheureusement on n'aura pas le succès escompté pour le changement. Donc on va vraiment avoir une démarche en trois phases. Donc, sur le slide suivant, on va le décrire. Du coup, en trois phases, on se prépare, on prépare l'approche, on prépare finalement cette stratégie d'accompagnement du changement, hein, pour pouvoir s'assurer que justement donc, cette phase de transition va être opérée correctement. On va manager le changement, hein, conduire le changement, peut-être. Donc, du coup, effectivement, lancer différentes actions en fait pour conduire le changement. Et puis après, donc, pour consolider et pour finalement ancrer ce changement, on aura également cette phase 3 qui va soutenir en fait le changement pour pas évidemment rebasculer dans un état ancien.
Donc, le modèle ProSci, en fait, c'est surtout connu avec le process ADKAR. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ADKAR? C'est un acronyme en même temps qui va permettre en fait de constater et de mener des actions pour savoir où les individus en sont. Donc, ADKAR, donc, vous voyez sur la figure à gauche, est centré sur l'individu. En fait, on veut vraiment que chaque individu qui participe au changement, hein, ou qui est acteur du changement, ou qui va forcément être partie prenante du changement, a besoin de passer par ces différentes étapes, hein. Et du coup, Brossailles considère que si une étape n'est pas réussie, hein, il faut continuer avant de passer à l'étape suivante. Donc ça démarre en fait par la prise de conscience, hein. Le A, c'est awareness. On a besoin que chacun soit conscient en fait de ce besoin de changement. Donc ça rappelle un peu le sentiment d'urgence, hein, mais mené de façon plus soft, on va dire. Comment faire prendre conscience à chaque individu que oui, il va être nécessaire de changer. Donc chacun dans son contexte, à son échelle. Ensuite, on va nourrir du désir, hein, c'est-à-dire finalement donner envie, hein, de contribuer, donc motiver, engager en fait ces différents individus, hein, qui sont partie prenante du changement pour qu'ils soient moteurs en fait dans le changement. Alors tout ça est assorti d'actions, hein. ProSci propose une boîte à outils en fait pour chacune des étapes avec un certain nombre d'actions à mener derrière qui vous sont proposées et que vous choisissez en gros dans cette boîte à outils. Une fois que on a le désir de contribuer, il nous faut bien sûr pouvoir mettre en œuvre. Donc il nous faut les connaissances, donc le knowledge, hein, pour activer ce changement. Donc, probablement de la formation, de l'accompagnement, là aussi un ensemble d'actions. Il va falloir s'assurer ensuite qu'on a la capacité à faire, hein, ability. Donc, on a les connaissances, mais on a aussi les moyens, en fait, hein, de mettre en œuvre ce changement. Et puis, le R, hein, de reinforcement, on va effectivement soutenir, en fait, une fois que le changement a été opéré, soutenir, encourager, nourrir, faire grandir, en fait, pour que ce changement soit vraiment acté. Donc, voilà un peu les principes de ProSci et ADKAR. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est que vraiment, et par rapport à Cotter, hein, c'est plus centré sur l'individu, plus que sur l'organisation. Bon, par contre, c'est contraignant, hein. Il faut que, évidemment, chaque individu parvienne en fait à opérer ces changements. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Beaucoup d'actions à déployer en continu, ce qui va nécessiter donc un accompagnement assez important, hein, vraiment, avec pas mal de mesures, hein, des sondages, beaucoup de mesures qui vont avoir lieu tout au long du process. Ça peut être quand même contraignant. Je l'ai vécu dans une organisation où, à un moment donné, les gens commencent à se lasser, en fait, hein, de cette prise de mesures successives. Ça peut être ressenti comme un peu long et un peu contraignant. Mais voilà, donc c'est aussi comme ça qu'on s'assure que ce qui a été fait est bien compris et puis on est à niveau, en fait, pour embrayer sur les autres étapes. Ça nécessite bien sûr une formation pour ceux qui accompagnent, hein, d'où les certifications ProSci. La bibliothèque d'outils dont je vous ai parlé, elle est payante, hein. Donc on va dire que du coup, la méthode ProSci, c'est quand même assez onéreux. Et ce que j'ai pu constater pour du coup avoir passé cette certification, c'est qu'il n'y a malheureusement pas trop de conseils, hein, ou de formation, d'apport du point de vue du coach, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on compte sur le fait que ce sont des coachs expérimentés qui vont mener le changement, hein. Par exemple, on ne vous dit pas comment vaincre la résistance au changement ou comment tenir compte en fait d'une certaine ou offrir une certaine sécurité psychologique, etc. Donc le côté purement humain, coaching, on est quand même très très process encore chez ProSci. Donc ProSci oui, mais avec des coachs bon, qui connaissent et qui savent
accompagnés et qui ont tout le bagage de coach à côté. Troisième démarche, pour ceux qui étaient présents à une conférence l'année dernière que j'ai donnée sur le Lean, j'avais fait un retour d'expérience sur justement un accompagnement de changement en fait mené en Lean Agile avec une méthode DMAIC. Donc DMAIC, c'est la structure projet en Lean, donc définir, mesurer, analyser, innover et contrôler euh, et qu'on va pouvoir conduire avec les équipes qui sont au cœur du changement, c'est-à-dire animer et proposer des ateliers pour chacune des étapes, sachant que la vraie en fait, mise en œuvre du changement qui va être dans la phase innovée, en fait, on va le faire de façon itérative. Donc, du coup, il va y avoir des propositions, des pilotes. On va pouvoir travailler sur des pilotes, par exemple, d'organisation qui vont être testés par les équipes et qu'on va pouvoir améliorer, affiner, en fait, pour pouvoir valider, en fait, ce pilote de changement. Donc, c'est vraiment une méthode collaborative bout en bout, en fait, où à chaque étape, en fait, on fait contribuer les équipes pour mener, être vraiment acteur du changement. Et du coup, on génère beaucoup plus d'adhésion, puisque c'est eux qui décident au final, donc ils vont être vraiment à la source, en fait, de ce changement. Voilà, donc on peut tourner un petit peu pour dire du coup les points forts. Donc, cette approche collaborative basée sur l'expérimentation, on est vraiment dans une démarche avec une culture lean agile en fait pour conduire ce changement. Ça peut être assez ludique, donc j'avais développé un petit peu, je montrais un petit peu les workshops que j'avais proposés en fait justement dans ce cadre-là. Bon, c'était plutôt voilà, ludique. On peut utiliser pas mal d'ateliers où effectivement ça change, c'est pas toujours la même chose. Donc des formats en fait qui vont permettre de faire participer davantage les équipes. Euh, on va prendre des quick wins au passage, dès qu'on découvre quelque chose, hop, on l'intègre. C'est un petit peu comme quand on fait du développement agile. On va effectivement mettre en prod, en gros, tout ce qu'on a sorti de bon. Donc, on va intégrer en fait au fur et à mesure et on va améliorer. Point de vigilance, c'est qu'il faut quand même garder le cap, c'est-à-dire s'assurer de l'alignement sur la vision et les objectifs, bien sûr, de la direction, que ça aille dans le bon sens, évidemment. On n'est pas en train de partir dans d'autres sphères. Ça peut être, voilà. Donc, du coup, notamment l'étape définir, impérativement, voilà, on a des membres de la direction, des sponsors, en fait, qui vont être présents sur cette partie-là. Ce qu'on a constaté aussi dans cette méthode-là, c'est que c'est pas toujours facile d'avoir de la mesure. Bon, alors, ADKAR mesure avec des sondages. Là, on essaye de mesurer plus des outcomes, donc du coup des résultats, en fait, pour voir si effectivement euh, c'est intéressant. Voilà, si on a aussi, s'il y a eu des gains qui sont mesurables, et c'est pas toujours facile. Il y a une grosse part en fait d'humain, en fait, qui n'est pas forcément mesurable, donc pas toujours facile. Ça mobilise du temps pour les équipes parce que du coup, ils vont faire ça en plus de leur travail. Donc, ils vont être évidemment mobilisés sur des ateliers. Ça va être, voilà, alors il faut effectivement être assez voilà, conscient en fait du temps qui est demandé aux équipes. Et puis, ça nécessite un management agile. C'est clair que bon, on va avoir besoin d'une direction qui est ouverte aux propositions en fait des équipes, puisque là, on fonctionne vraiment en mode bottom-up. C'est pas du tout la méthode descendante de côté. Voilà, donc évidemment, il nous faudra un coach, pareil. Et ça marche bien, c'est vraiment l'état d'esprit un peu plus start-up, ça va, ou des évolutions, par exemple, d'entreprises, des startups qui sont en scaling, par exemple, ça marche très très bien, c'est vraiment idéal. C'est plus difficile sur des grosses organisations, des organisations très hiérarchiques, parce que ont un peu plus de mal à donner du pouvoir en fait aux équipes pour conduire elles-mêmes leur changement.
Voilà. Donc, je vous fais part dans ce slide un peu de mes constats et de mes recommandations. C'est que très souvent, quand on a du changement, on ne prend pas suffisamment en compte l'existant. Et ça, on ne l'a pas dans aucun des cadres, enfin énoncé clairement en tout cas. C'est vrai que quand j'arrive auprès des équipes pour accompagner le changement, agile notamment, hein, quand on a des chefs de projet qui vont devoir devenir product owner ou scrum master hein, sur cette transformation agile, on a l'impression que ben voilà, on va mettre au placard tout ce qu'ils connaissent déjà, toutes les techniques qu'ils utilisent, tout ce qui voilà, tout le capital de savoir et de savoir-faire qu'ils avaient va être mis au placard. En fait, pas du tout, hein. C'est clair que ben, les chefs de projet qui deviennent product owner ou scrum master vont pouvoir utiliser, bien sûr, et ô combien utile d'avoir effectivement les techniques PMI, hein, les techniques chef de projet, pour partager la vision, pour pouvoir engager les parties prenantes, pour pouvoir gérer les risques. Tout ça reste bien sûr valable hein, dans ce contexte agile. Et je trouve que voilà, c'est un peu mode Big Bang, encore une fois, hein, où, on a l'impression que... et ça fait peur, hein, du coup, effectivement, les chefs de projet, on leur dit, il n'y a plus de chefs de projet maintenant dans notre organisation, on l'a entendu, hein, dans des grandes organisations, dans des banques hein, qui ont annoncé très froidement, il y a plus de chefs de projet maintenant, vous êtes PO ou Scrum Master, ou vous partez, quoi, en gros. Donc, c'est très difficile à vivre, hein. Alors qu'au contraire, on devrait construire en fait ce changement en capitalisant justement sur l'expérience de ces personnes, en mettant même, je dirais, en lumière en fait hein, tout ce qui est bon à garder avant de procéder à ces changements. Voilà, donc du coup, prendre en compte l'existant, hein, les fameux actifs organisationnels, on va dire en langage PMI, c'est hyper important. C'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument garder. Euh, Créer une sécurité psychologique, ça c'est vraiment fondamental. Euh, Rassurer, avoir le droit à l'erreur, encourager hein, ce qu'on appelle le growth mindset, donc cet état d'esprit en fait d'ouverture où on accepte qu'on ne va pas réussir du premier coup. Bah oui, c'est nouveau, hein, donc on essaye des choses. On sait qu'on ne va pas forcément réussir du premier coup. Et donc, c'est très important de cartographier le terrain, de comprendre en fait hein, justement ces aspects psychologiques, ceux qui vont être des opposants, ceux qui vont être des alliés, etc. Donc, vraiment faire cette cartographie. Je pense que Dominique en parlera aussi tout à l'heure. Euh, et puis, montrer aussi qu'on peut procéder. Donc, j'aime bien cette comparaison avec le mode Kaizen, hein. Le Kaizen, c'est changer pour le meilleur. Donc, on fait des petits pas, hein, c'est le changement à petits pas. On apporte des nouvelles choses hein, qui permettent de constater des progrès, de l'amélioration continue. On est typiquement hein, sur cette approche PDCA aussi, où on va finalement capitaliser sur l'amélioration qui est apportée, mettre la cale, hein, vous vous rappelez, sur la route d'Eming, là, on met la cale pour ne pas revenir en arrière sur cette pente du progrès, hein, et du coup, capitaliser sur des petites améliorations qu'on va conduire de façon itérative. Ne pas oublier de célébrer les succès, hein, ça, c'est dommage, on ne fait pas assez, je trouve, voilà, de dire ben, grâce aux équipes, voilà ce qu'on a réussi à faire, hein, un peu en mode review, hein, voilà, qu'est-ce on a réussi à apporter, et puis tout au long, engager, encourager, soutenir, voilà, hein. Donc, c'est vrai que dans les modèles ADKAR, Kotter, voilà, ou vraiment Lean un petit peu plus quand même, mais c'est pas assez souligné, hein. Il faut vraiment renforcer ces démarches. Voilà, donc du coup, je vais laisser la parole à Dominique pour vous expliquer donc
la systémique et la complexité du changement. Bien. Et ben, on va attaquer la suite. Donc, voilà. Donc, on va d'abord aborder tout ce qui est systémique, effectivement, et comment ces approches peuvent enrichir ce qu'on fait sur sur le change. Alors, vous avez une frise là qui apparaît. Euh, je n'ai pas voulu aller trop dans le détail, mais quelques dates quand même clés. En 1950, vous avez les conférences de Massy. Pour ceux qui sont intéressés, c'est une lecture assez intéressante. En gros, c'est une série de conférences pendant lesquelles des acteurs de différentes disciplines scientifiques vont être réunis, ce qui à l'époque était assez rare, hein, voire exceptionnel, avec des gens qui sont spécialisés dans les mathématiques, dans les sciences de l'information, dans la biologie, dans la psychologie, dans l'anthropologie, etc. Donc vraiment des disciplines très variées et qui vont travailler ensemble. Et ça a donné lieu à la naissance de ce qu'on a appelé la cybernétique et la systémique. En gros, pendant un certain nombre une assez longue période, hein, datant en gros du 16e, 17e siècle, toutes les approches scientifiques, en tout cas dans le monde occidental, reposaient sur deux grandes approches, l'approche analytique ou causale, hein, on parle du cartésianisme de Descartes, donc avec une cause première, on recherche la cause-effet, jusqu'à la cause première, qui peut être Dieu quand on n'arrive plus à trouver de cause, et ou les approches empiriques, où on regarde à partir de l'analyse des constats qu'on fait sur la situation passée, et on essaye de projeter l'avenir. Et ça marche. Ça a marché plutôt bien, hein, puisque beaucoup de choses dans les sciences se sont basées là-dessus pour avancer. C'est toute l'explosion des sciences dans le 18e, 19e siècle et 20e siècle. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui posaient problème et qu'on n'arrivait pas à résoudre. Et donc, en se réunissant, ils sont arrivés sur quelque chose qui était nouveau, qu'on a appelé l'approche systémique. Alors, comment on définit un système dans cette approche? C'est un ensemble d'interactions, hein, entre un certain nombre d'éléments qui font partie de ce système. Ce système, il a une frontière et il a un sens, un objet, un fonctionnement qui lui est propre, qui ne peut pas être réduit à chaque élément du système. Donc, je crois qu'il y a Yanis qui demandait qu'est-ce que c'est la différence entre holistique et système. L'approche systémique, elle a un aspect holistique dans le sens que le sens qu'on donne au système et sa fonction, elle est vue dans sa globalité, pas élément par élément. Il y a une autre approche qui s'appelle le réductionnisme, où on prend une situation, on réduit tous les éléments de la situation à des éléments plus faciles à appréhender. Hein, par exemple, vous décomposez une voiture en toutes les pièces de la voiture, le moteur, les portes, les freins, les chaises, les câbles, etc. Et chaque élément va être beaucoup plus simple à analyser. Mais si vous essayez d'analyser, de comprendre comment fonctionne la voiture, avec un moteur, par exemple, vous allez être un peu limité. Vous pouvez poser le moteur sur la route pour voir s'il va vous emmener quelque part. Il ne va pas vous emmener quelque part. Et vous serez bloqué. Donc, vous avez besoin de comprendre comment tous ces éléments-là fonctionnent ensemble pour comprendre comment la voiture fonctionne. Donc, ça, c'est l'approche systémique. D'accord? Euh, et on peut parler de changement systémique ou d'approche systémique. Maintenant, on va regarder quelques exemples de comment, au niveau du changement, ça peut apporter de la valeur. Le premier élément, c'est considérer l'organisation ou l'entité que vous voulez modifier, hein, enfin faire évoluer et transformer. Par exemple, ça peut être une business unit, ça peut être une chaîne de valeur, mais ça peut être aussi une entreprise complète avec son environnement, ses clients, ses fournisseurs, etc. Et si vous considérez cette entité comme un système, c'est un système ouvert qui va interagir avec son environnement. C'est beaucoup plus facile de faire évoluer un système en jouant sur son environnement, sur les règles du jeu, parce que si vous modifiez les règles du jeu autour de ce système et les contraintes autour de ce système, le système va s'adapter, c'est un système vivant qui a besoin de s'ajuster et s'adapter à son environnement. Si vous essayez de modifier à l'intérieur du système un certain nombre d'éléments, souvent ça sera très difficile, parce que si vous modifiez qu'un élément, le système va très vite réabsorber ce que vous avez fait et va revenir un peu à son comportement précédent. Vous avez déjà vu, on arrive, on va dans un service, on change quelques procédures, on essaie de changer un certain nombre de choses, même on change éventuellement
un acteur, un responsable, et peu à peu, tout redevient comme avant. Et c'est un peu décourageant. Si vous changez les règles du jeu qui s'imposent à ce système, eh ben, les acteurs au sein de ce système vont se réorganiser pour s'ajuster à la nouvelle donne. Donc, voir le système comme l'entité que vous voulez transformer comme un système, ça peut donner d'autres clés de changement. Une autre façon d'aborder la transformation d'un système, c'est de regarder toutes les interactions, puisque le système, c'est un ensemble d'interactions entre un certain nombre d'éléments. Et donc là, vous pouvez commencer à modéliser toutes ces interactions qu'on appelle parfois des feedback loops ou des boucles de rétroaction. Tel effet, tel élément entraîne tel effet, mais va par répercussion entraîner un autre effet. Ça peut créer des boucles comme ça de feedback. Vous avez aussi les flux, les seuils de taille d'éléments qui sont dans ces flux, les batchs, donc, les files d'attente. Enfin, tous ces éléments-là vont générer une dynamique du système. Alors, si vous regardez un petit bout du système, c'est assez parlant et c'est assez facile. Par contre, si vous voulez modéliser l'ensemble d'un système comme ça, c'est assez complexe. Il y a des outils qui le font, les Castool et autres. Mais voilà, c'est plus compliqué. Un troisième aspect qui est modélisé là, par le schéma en bas à gauche, c'est les interactions plutôt que l'individu ou le groupe. Puisqu'un système, c'est un ensemble d'interactions entre acteurs, ça peut être entre équipes, ça peut être entre individus. Euh, Plutôt que se centrer sur une personne ou une équipe, par exemple, on parle, c'est Sylvia qui évoquait le problème de la résistance au changement. Si une équipe, on estime, résiste au changement que vous êtes en train de mener, et que vous dites, eh ben, cette équipe pose problème et il va falloir que je fasse quelque chose. Donc, généralement, ça se résout à dissoudre l'équipe, virer tout le monde, des choses de ce type, puisqu'ils vont être automatiquement en opposition. Ils vont essayer de se défendre. Si à la place, vous externalisez le problème, vous dites, on a une situation qui est problématique et on va demander à tous les acteurs impactés, y compris cette équipe, de venir nous aider à solutionner le problème, vous avez externalisé le problème. Le problème, c'est les interactions entre les différentes parties du système et tout le monde peut devenir acteur du changement. Donc ça, c'est une autre façon d'utiliser ces techniques de la systémique dans le change, pour résoudre, par exemple, des problèmes de résistance au changement. Et un dernier aspect qui est très important dans la systémique, c'est que le regard qu'on peut avoir sur le système va changer énormément selon l'observateur, d'où il est, d'où il regarde et quel est son rôle dans le système. Sachant qu'on alors, il y a plusieurs évolutions de l'approche systémique, mais dans les dernières évolutions de l'approche systémique, on dit que l'observateur n'est jamais neutre. Le coach, par exemple, essaie d'être relativement neutre. La position du coach, c'est d'être relativement neutre par rapport aux acteurs qui l'accompagnent. Mais en fait, personne n'est neutre. Rien que sa présence influe forcément les comportements des différents acteurs avec lesquels on interagit. Et le fait d'avoir plusieurs perceptions, ça a d'abord un effet bénéfique que on comprend mieux pourquoi certains résistent, parce qu'ils n'ont simplement pas la même perception des choses. Donc il faut trouver un espace dans lequel on peut dialoguer euh, et sur lequel on peut mener un changement. Mais c'est aussi un moyen de porter de la créativité dans la transformation. Si vous avez plusieurs regards différents, vous allez peut-être trouver d'autres solutions dans vos transformations, dans vos changements, pour accompagner donc ces transformations, que si vous aviez pris un seul avis, une seule vision des choses, qui est forcément parcellaire dans des systèmes un peu complexes, organisationnels, humains, avec de multiples interactions et de multiples acteurs dedans. Un moyen d'utiliser ça, c'est par exemple dans le lean, utiliser les Gemba Walk, donc aller faire du dossier, aller sur le terrain et discuter avec les différents acteurs pour voir comment les choses se passent concrètement. Et donc, par ce biais-là, récupérer d'autres points de vue, d'autres regards sur ce qui se passe. Euh, voilà un peu. Alors ensuite, déjà passé au slide suivant. Donc, trois exemples d'outils assez connus qui sont utilisés, qui peuvent être utilisés en tout cas dans le challenge. Moi, j'en balais un certain nombre. J'ai fait un atelier où on balait un certain nombre d'outils, dont ceux-là. Le premier, c'est le modèle de l'iceberg. Donc ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Ça a été popularisé par Peter Senge, qui a publié un ouvrage dans les années 90 qui s'appelle La cinquième discipline, hein, qui était sur le graphique que vous avez vu, la frise historique tout à l'heure. Donc Peter Senge, il a popularisé, c'est pas lui qui a inventé ce modèle, mais il a relativement popularisé. L'idée, c'est de dire que vous avez des éléments qui sont des symptômes, des éléments visibles du système, et on peut creuser progressivement les différentes strates
qui sont derrière pour mieux comprendre ce va provoquer ces comportements ou ces symptômes. Et une fois que vous avez descendu dans les différentes strates, vous pouvez remonter progressivement avec des solutions basées sur des choses un peu plus solides que simplement la résolution des symptômes. Et ça peut se faire en atelier, par exemple, pour découvrir et travailler sur des problématiques qu'on rencontre dans les transformations. Ça fonctionne assez bien. Le deuxième modèle qui est présenté là, c'est la carte des partenaires. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire l'ouvrage La stratégie du projet latéral d'Olivier Dermont et Bruno César. C'est une approche qui est issue d'une réflexion qu'on a appelée la sociodynamique. Il y a un institut de la sociodynamique qui existe en France. C'est des Français hein, qui ont développé ça, des anciens du cabinet Bossard pour l'essentiel, mais c'est toujours actif. Et moi, par exemple, ce travail sur la carte des acteurs, j'ai eu à échanger avec des patrons de gros programmes de transformation dans des banques ou dans des administrations, qui étaient des anciens RH, parce que les RH ont beaucoup travaillé avec ce modèle. Ce n'est pas un modèle théorique, c'est un modèle concret qui a beaucoup été utilisé en France, notamment par les RH. Et une des idées de ce modèle, c'est de dire que les acteurs les plus difficiles à embarquer dans le changement, c'est ceux qui hésitent, parce que justement, ils hésitent. Et plutôt que les attaquer de front, on travaille sur ce qu'on appelle le triangle d'or, que vous voyez en vert, qui sont des acteurs qui sont en bonne partie engagés, mais pas totalement. Et si vous arrivez à les accompagner encore plus dans la transformation, les attirer encore plus dans la transformation, les convaincre totalement, ils vont embarquer les hésitants avec eux, au moins une partie des hésitants. Donc il y a toute une stratégie autour de ça qui permet de travailler sur cette typologie d'acteurs derrière. Le troisième graphe qui apparaît, c'est une graphe qui travaille sur les boucles de causalité, donc les feedback loops, les boucles de renforcement, avec certaines qui renforcent l'effet voulu ou pas voulu, et d'autres qui vont au contraire le diminuer. Et puis éventuellement, il va y avoir un équilibre. Et on peut voir ça dans un certain nombre de situations où plus de la même chose génère toujours plus du même effet et va se renforcer et va finir par être problématique. Par exemple, un cas assez connu, c'est si vous prenez le marché, par exemple, de la drogue, plus vous mettez des renforcements juridiques de la loi, de la répression, plus le prix de la drogue va monter. Plus les trafiquants vont être intéressés, puisque c'est un marché qui devient financièrement intéressant, plus ils vont être embarqués dedans, plus il va y avoir de la criminalité, plus il va y avoir de la répression, plus, etc. C'est une boucle qui se renforce et qui est très difficile de sortir. Ça, dans les organisations, on rencontre aussi ce type de problématique et ça génère par exemple des résistances de plus en plus fortes. Si vous arrivez à le détecter, vous pouvez commencer à agir sur ces boucles pour essayer d'inverser la situation, en tout cas de la stabiliser, pour arrêter de provoquer quelque chose qui va toujours renforcer encore plus la résistance. Voilà. Donc, trois exemples, il y en a beaucoup d'autres, hein, d'outils issus de la systémique qui peuvent être utilisés pour résoudre un certain nombre d'éléments, que ce soit la résistance au changement, de l'accompagnement, de la résolution de problèmes, de la compréhension de différentes situations. C'est assez riche et c'est assez performant, en fait. Voilà. Donc là, j'ai vu la systémique. On va aborder maintenant un deuxième aspect qu'on appelle le sense making. Alors, le sense making, ça vient d'une réflexion sur la complexité de ces situations, hein. La transformation d'organisation humaine, c'est quelque chose de complexe, qu'il est difficile parfois d'appréhender. On dit que c'est, alors, il n'y a peut-être pas 70%, mais en tout cas, c'est difficile malgré tout. Il y a de la résistance au changement, il y a des, parfois des choses extrêmement difficiles à vivre, hein. On a eu des transformations d'entreprises qui ont été assez catastrophiques, hein. Si vous prenez Orange, à une certaine époque, ça fait la presse parce qu'il y a eu quand même des suicides en série. Donc, ça peut aller vraiment assez mal. Et ça, c'est entre autres parce qu'on aborde des situations complexes avec des outils qui ne sont pas adaptés. Euh, Qu'est-ce qui caractérise une situation complexe? C'est que déjà, euh, la plupart des solutions qui vont arriver et qui vont être disponibles pour résoudre les problématiques de transformation que vous menez, dans un environnement complexe, elles vont émerger. Donc, ce n'est pas possible de les prévoir à l'avance.
Et donc, si vous êtes dans ce type de complexité à mener, si vous partez dans la mauvaise direction, le résultat peut être assez catastrophique et peut générer des tensions extrêmement fortes. Une autre façon de voir la chose, c'est plutôt de dire, bah, si je suis dans quelque chose d'assez complexe, bon, j'ai quand même besoin d'une orientation, d'un vecteur de changement, d'une cible qui me donne une vision de vers où je veux aller, mais comment je vais y aller, je ne sais pas encore. Donc pour ça, je vais essayer de comprendre le sens donné actuellement par les acteurs à ce changement. Et progressivement, on va avancer en voyant ce qu'on peut faire avec les différents outils et ressources dont on dispose. Et pour ça, le sensemaking est intéressant parce que c'est une démarche qui est issue de l'anthropologie. Donc, on va récolter des narratifs, des histoires fragmentées qui définissent votre identité ou l'identité du groupe. Hein. C'est ce qu'on fait autour de la machine à café. C'est ce qu'on partage autour d'un repas de Noël. C'est ce qu'on partage dans un club de foot à la fin euh, du- de, de la compétition en échangeant toutes les anecdotes et les histoires. Et tout ça, ça crée nos identités, ça constitue notre perception de l'environnement et de comment l'environnement nous perçoit. Et à partir de là, on peut mieux comprendre comment les différents acteurs se positionnent, par exemple, par rapport à un changement projeté ou en cours. Et une fois qu'on a ça, on peut mener un certain nombre de choses. Il y a un outil qui s'appelle SenseMaker, qui a été développé par une société qui s'appelle Cinefin Co, qui est plus connu pour son modèle de complexité qui s'appelle Cinefin. Hein, l'approche simple causale, l'approche compliquée, l'approche complexe, l'approche chaotique et un espace qui est un peu entre tout ça, aphorique, qui permet de basculer de l'un à l'autre. Mais ils ont aussi développé depuis maintenant plus de 20 ans un outil qui s'appelle donc SenseMaker, qui va apporter une capacité de passer à l'échelle, c'est-à-dire que les anthropologues faisaient ça en manuel et ça prenait beaucoup de temps, donc on peut avoir une petite population à étudier, hein, que ce soit un village en Afrique, un hôpital, une administration ou autre. On est quand même limité dans le nombre d'enregistrements d'histoires qu'on peut collecter. Avec ScienceMaker, on peut le faire à l'échelle, on peut travailler avec des populations de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Donc ça change complètement la donne. Euh, on a des données qui sont enrichies parce qu'on va collecter ces narratifs, mais on va les enrichir avec des questionnements ouverts, non biaisés si possible, euh, pour avoir une base de données beaucoup plus intéressante. Et on a des biais très limités parce que les questions sont ouvertes, mais aussi parce qu'elles ne sont pas retraitées par un outil ou par un expert. Elles sont directement traitées par ceux qui partagent les histoires, ce qui rend l'accès à l'information aussi beaucoup plus rapide. Euh, On va passer sur le slide suivant. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà. Donc Non, non, pardon. J'avais pas vu qu'on était déjà passé. Voilà, c'est parfait. Donc là, on voit que le petit cadre en haut, c'est celui qui va permettre de partager une histoire. Donc là, on partage une anecdote et généralement, on pose la question de dire, bah, sur cette thématique, est-ce que vous pouvez partager une anecdote, euh, qu'elle soit positive, négative, peu importe, que vous estimez intéressante et que vous voulez bien donc partager avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Ensuite, on va enrichir ces données par un des questionnements. Donc ça, c'est le triangle qui est sur la gauche. Et là, on va poser des questions. Alors, vous voyez, il y a trois possibilités. C'est un triangle et la réponse n'est pas oui, non, n'est pas non plus une seule réponse parmi trois. C'est un positionnement relatif par rapport à ces trois sommets du triangle. On a la même chose avec deux relativement par rapport à deux sommets. Donc, on pose un certain nombre de questions qui vont enrichir l'anecdote. Et derrière ça, on va pouvoir analyser ce qu'il en sort. Et donc là, vous voyez le deuxième triangle où vous avez toute une série de points qui représentent chacun une histoire. Mais vous pouvez en avoir des milliers de points. Et ça va former des patterns, hein, des schémas un peu reproductibles que vous allez croiser avec les typologies des acteurs avec lesquels vous avez travaillé. On voit des exemples d'analyse en dessous, mais on ne va pas rentrer dedans parce on n'a pas trop le temps. Mais ça va vous permettre de dégager un certain nombre de patterns. Une fois que vous avez ces patterns, ce que vous allez peut-être pouvoir faire, par exemple, on va dire, ben, dans cette situation et vu l'objectif qu'on se donne, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'histoires négatives qui étaient perçues comme négatives ou qu'on ne voulait pas reproduire notamment pour telle et telle population, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir moins de ces histoires négatives? Ou inversement, si c'est des histoires positives, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir plus de ces histoires positives? Et là, il y a toute une série de techniques et d'approches, en atelier ou pas, ou avec d'autres outils, qui permettent de travailler
Donc, avec la situation présente, avec la perception des acteurs qui est multiple et qui est leur perception, pas quelque chose qu'on projette en tant qu'expert ou coach, et on va pouvoir travailler donc sur ces transformations, ce change à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est une approche qui est très intéressante, qui est beaucoup moins lourde à mener et à mettre en place qu'on pourrait le croire, qui est assez légère en fait. Beaucoup plus, par exemple, que certains sondages statistiques qui nécessitent un gros retraitement, d'échantillonnage, etc. Là, on a un outil qui est en fait assez simple à déployer, même si il faut bien sûr être formé et comprendre un peu les enjeux et la façon de le mener. Mais la mise en œuvre peut être assez rapide et assez simple. On va passer au slide suivant. Voilà. Et donc, juste pour essayer de conclure un peu là-dessus, euh, vous avez, en termes d'intérêt de ces approches, hein, qu'elles soient systémiques ou sur le sense-making derrière, c'est que ça va vous donner des approches, des outils et des techniques qui vont vous permettre de mieux appréhender la complexité de ces situations humaines. Ce qui pose problème dans beaucoup de transformations lourdes, où il y a beaucoup d'humains, ou de l'organisationnel, de l'humain, etc., c'est de comprendre justement cette dynamique entre acteurs, ce positionnement, ces perceptions des différents acteurs. Et avec les approches dites classiques, un peu, en tout cas, type Cotter ou Webcar, par grandes étapes, bah, on est un peu sans outils. Sylvie disait tout à l'heure, avec Akar, on n'a pas, il faut être bon coach à côté parce que la méthode toute seule ne donne pas les outils pour accompagner un certain nombre d'aspects humains sur ces transformations. Là, vous avez des outils et des approches qui peuvent venir compléter et vous donner ces éléments d'appréciation, par exemple de la dynamique qui est en cours, de l'émergence des solutions qui vont apparaître, des perceptions multiples qui sont à l'œuvre, des boucles de rétroaction qui peuvent influer certaines situations, de la sociodynamique des acteurs plus largement, de la recherche de sens, etc. Alors, ça nécessite quand même une posture un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur ces transformations et ces changements. Euh, on a été élevé, entre guillemets, en tout cas en Occident, avec une culture un peu déterministe, un peu causale ou empirique. Là, on est obligé de prendre un petit pas de recul quand même pour mettre ça en place, hein. Et par exemple, un des aspects, c'est reconnaître qu'il y a potentiellement plusieurs vérités qui s'affrontent, plusieurs points de vue. Il n'y en a pas une bonne ou une mauvaise, mais il y en a plusieurs. Et le reconnaître, c'est déjà faciliter le travail sur la résistance au changement. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est assez facile d'hybrider ces démarches. Vous n'êtes pas obligé de rejeter totalement l'un pour faire l'autre. Vous pouvez très bien avoir une approche de transformation assez classique et à certaines étapes, par exemple, faire une opération de sense-making pour mieux comprendre quel est le sens que donnent les acteurs à un moment donné sur les transformations qui sont en cours et en fonction de ça, adapter la stratégie de change. Ça peut être un moyen. Ou vous avez des situations un peu complexes, vous avez du mal à comprendre ce qui se passe, vous pouvez amener les acteurs pour travailler en atelier avec certaines approches systémiques et comprendre mieux qu'est-ce qui pose problème et comment éventuellement trouver des pistes et des solutions pour résoudre ces aspects-là. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être faites simplement en hybridant ces différentes démarches et en expérimentant, en testant ces différentes approches progressivement euh, sans tout balayer d'un côté ou de l'autre, quoi. Voilà. Euh, sur la résistance, je pense il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, je ne vais pas revenir beaucoup dessus. On verra peut-être dans les questions-réponses derrière. Et on va peut-être passer effectivement au dernier slide sur la dernière question qu'on vous a projetée. Est-ce que, selon vous, la complexité peut ou devrait être réduite avant de se lancer dans un projet de changement, histoire de justement simplifier peut-être un peu le travail qui est à faire derrière. Et donc, vous avez à nouveau 40 secondes, je crois. Tout à fait.
Alors, on est un peu à l'équilibre entre, c'est vrai, il faudrait simplifier, et c'est difficile de simplifier, voire impossible. Et c'est effectivement très difficile de simplifier. Pourquoi? Parce que la complexité d'un système ou d'un environnement, c'est une caractéristique du système. Vous pouvez toujours essayer d'éliminer, par exemple, une partie des parties prenantes parce qu'elles rendent la chose plus complexe, mais ce n'est pas sûr que votre transformation soit un succès au final, hein, si vous laissez de côté une partie des acteurs. Euh, voilà, donc généralement, on essaie plutôt de trouver une façon de naviguer dans cette complexité, de prendre en compte cette complexité dans ces transformations, plutôt que d'essayer de l'éliminer, parce que généralement, ça donne plutôt des solutions peu efficaces. Un des moyens donc, que j'ai cité, c'est de se concentrer sur le présent, ce qui peut être fait là actuellement avec l'énergie dont on dispose, les contraintes qui sont imposées, les moyens qu'on peut mobiliser et en fonction de la priorité qu'on peut donner à telle ou telle action, sachant que les acteurs, par exemple avec des activités de synth-making, ont montré qu'il y avait tel ou tel aspect sur lequel il fallait travailler. Voilà. Donc ça, c'est plutôt difficile, on va dire, voire impossible dans certains cas, de simplifier les choses. Hein, c'est un système vivant et complexe, vous ne pouvez pas vraiment le simplifier. Euh, Vous pouvez prendre une main, la découper, la poser sur la table à côté d'un crayon, elle ne va pas marcher. Ça ne marche plus. Donc, essayez de concevoir votre système comme, voilà, vous l'analysez, ils sont plus ou moins complexes. Mais si c'est vraiment complexe, bah, il faut trouver le moyen de faire avec et de travailler dans cette complexité. Très bien. Nous arrivons maintenant à notre séquence de questions-réponses. Merci à toutes et à tous pour vos nombreuses réactions et questions dans le chat. Évidemment, nous ne pourrons pas tous les traiter ce soir, mais nous avons bien évidemment sélectionné quelques questions parmi les plus représentatives et les plus pertinentes pour animer ce webinaire. Je commence par une question de la part de Imad autour de la conciliation de Cotter et agilité. Imad vous pose la question suivante. Comment concilier les méthodes séquentielles comme Cotter avec une nature itérative de l'agilité à l'échelle? Voilà. Donc, je vais peut-être répondre. Donc, on peut tout à fait concilier les approches et on en parle d'hybridation, oui, bien sûr. D'autant plus que on peut très bien avoir des phases en fait du process qui vont être conduites en itératif, hein, donc en mode agile. Donc oui, c'est tout à fait possible. J'ai vu dans le chat une autre question, est-ce qu'on peut faire une hybridation Cotter et Adcar? Là, ça me paraît plus compliqué parce que effectivement, il y a un process, hein, donc du coup, c'est un peu soit l'un soit l'autre, hein, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a effectivement, notamment sur la première étape, hein, donc, ce awareness de démarrage qui pourrait correspondre à effectivement sentiment d'urgence, hein. On prend conscience en fait du besoin de changement, mais après c'est quand même assez différent. Euh, donc je pense qu'il faut vraiment considérer le contexte, hein, et justement peut-être la complexité. Est-ce qu'on est plus du point de vue de l'organisation, on prendra plutôt du Cotter si on est dans un process classique, mais si on veut vraiment accompagner chaque individu dans ce changement, on sera plus cette carte. Et après, j'ai envie de dire, ça dépend des moyens aussi d'accompagnement du changement qui vont être à dimensionner en fait en fonction évidemment du contexte et de l'organisation et des individus, de la complexité et de la systémique. Très très bien. Après, on a une autre question de la part de Katia. C'est à propos de l'échelle organisationnelle de ProSci. Elle pose la question suivante. ProSci étant une approche individuelle, comment garantir son succès à l'échelle d'une organisation? Ben, c'est ça, c'est ce qui est compliqué. C'est-à-dire que pour chaque service, hein, qui du coup, ou chaque équipe en fait qui doit traverser ce changement avec chacun des individus qui la composent, hein, on va devoir traverser ces différentes étapes. Et dans la méthode Presailles, hein,
On dit bien, on ne peut pas, par exemple, si l'awareness n'est pas acquis, on ne peut pas passer au désir. Alors, ça ne va pas être possible. Donc, effectivement, ça peut être long et tortueux, hein, quelque part. Quand on a des grosses organisations, il faut segmenter effectivement par petites équipes en fait, de l'organisation pour arriver à conduire ce changement à l'échelle. Mais ça nécessite quand même beaucoup de mesures, hein. C'est vrai qu'on a quand même une grosse majorité qui a passé le cap awareness, desire. Voilà. Du coup, pour conduire la suite des choses. Donc, c'est pas évident. Alors, je vais profiter pour poser deux questions à propos du rôle dans la conduite du changement. Une première question de la part de Yanis qui vous propose dans un projet qui doit mener le changement, le chef de projet ou le coach. Et une autre question aussi de la part de Mamadi qui vous propose aussi sur le même contexte une autre question sur, euh, à partir de votre expérience, quelle est les meilleures cartographies qu'on peut avoir des parties prenantes dans un processus de changement. Donc on a des questions à propos du rôle dans la conduite de changement de la part de Yanis et de Mamadi. Alors, j'ai pas bien compris la deuxième question. Les parties prenantes, En fait, la cartographie qu'on qu'est-ce que peut vous voulez avoir des dire? parties prenantes dans un processus de changement. Donc, le rôle des parties prenantes, Le rôle des euh, parties prenantes, d'accord. ouais. Et Je peux le faire, celle de Yanis, c'est le rôle de chef de projet ou le coach qui peut mener le changement. alors, je peux faire une première réponse, puis si on complétera si, si besoin. Je ne crois pas que la question se pose entre il faut que ça soit le chef de projet ou le coach. Le, déjà, il faut savoir dans quel environnement on est. Est-ce qu'on est dans un changement continu? Est-ce que vous êtes dans un programme de transformation? Parce que le programme, par exemple, va positionner un certain nombre d'acteurs mécaniquement sur cette transformation. Vous avez le sponsor, vous avez le directeur de programme, vous avez le responsable côté métier qui va porter les changements au niveau des métiers. Vous pouvez avoir des coachs qui vont aussi aider et accompagner le changement. Donc là, il y a toute une série d'acteurs qui vont être mis en place et ça va dépendre énormément du type de transformation que vous menez. Si vous êtes dans du changement continu, là aussi, ça peut varier énormément. Si vous êtes dans une transformation agile, c'est évident que le coach, les LACE dans SAFe, etc., vont accompagner le changement. Si vous êtes dans des changements, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, plutôt dans l'industrie ou autre, c'est peut-être pas des coachs, c'est peut-être des consultants, c'est peu importe, c'est peut-être des acteurs, en tout cas, qui connaissent les problématiques de transformation et qui vont être capables d'aider les acteurs à mettre en place ces changements en continu dans la structure. On a parlé au début, j'avais évoqué la notion de CTO ou de fonction support au changement. Donc là, dans du changement continu, vous allez avoir des structures ou des acteurs qui vont être positionnés dans l'entreprise durablement pour accompagner toutes les initiatives de changement dans l'organisation et qui vont s'appuyer sur des réseaux d'acteurs, sur des acteurs externes, sur des acteurs internes pour accompagner, former, ancrer les pratiques, etc., etc., faire de la communication. Il y a toute une série d'initiatives qui peuvent être menées pour mettre en place ces aspects de changement. Donc, on voit, c'est pas un acteur, c'est souvent des réseaux d'acteurs, c'est souvent un ensemble d'éléments et ça va dépendre énormément du cadre, de la culture, du type de changement que vous menez. Et pour le deuxième point qui était les parties prenantes dans la transformation, de toute façon, quand vous menez des changements, des transformations, si je viens de parler de cartographie à un moment donné là, des acteurs, c'est effectivement important d'avoir une cartographie des acteurs. Et la systémique peut être un moyen d'enrichir la cartographie que vous avez des acteurs, avec notamment les interactions, les dépendances entre différents acteurs enrichi d'un certain nombre de données, leur contexte, les enjeux, les objectifs qu'ils peuvent avoir, qui peuvent être contradictoires, etc., etc. Donc, on peut faire des cartes enrichies, on appelle des cartes enrichies des acteurs. Et là, il y a toutes sortes de cartes possibles. Il y en a un nombre incalculable, donc on ne va pas pouvoir les passer en revue. Mais l'idée de faire une cartographie des acteurs qui est vivante, hein, qui va évoluer en fonction de où vous en êtes dans le projet, à fur et à mesure que vous avancez, parce que vous apprenez des choses, parce que le projet, quand il est dans ses phases de conception et de déploiement, par exemple, ne sera pas la même chose. Donc ces cartographies d'acteurs sont très utiles. Faites juste attention, en France, on a quand même euh, des, un droit qui limite ce qu'on peut stocker comme information individuelle sur les acteurs. Donc ça, à avoir en mémoire. Moi, j'ai vu des cartographies d'acteurs un peu stratégiques.
où on rangeait tous les documents, les papiers qu'on avait mis sur le paperboard dans un tiroir sous clé à chaque fois qu'on arrêtait. Voilà. Oui, c'est Donc, important de le signaler. En effet, il faut être un extrêmement point vigilant. d'attention auquel il faut faire attention quand même. C'est clair. Juste pour faire référence à un outil qu'on trouve notamment dans le PMBOK, hein, puisque là, on est entre PMI. Vous avez donc la matrice en fait SEAM, Stakeholder Engagement Assessment Matrix. On va effectivement définir les opposants, les neutres, ceux qui vont être plutôt favorables et ceux qui vont être leaders. Donc sur ces quatre colonnes. Et pour chacune des parties, on va indiquer quel est l'état actuel, hein. Donc par exemple, un opposant, on veut le faire passer neutre, hein, par exemple. Donc on va identifier quelle est sa position actuelle et finalement quelle serait la position souhaitée. Et du coup, déployer un plan d'action, évidemment, pour faire évoluer ces différents acteurs ou parties prenantes. Donc, très bon outil, PMI simple à mettre en œuvre, mais aussi, pareil, hein, c'est être très vigilant sur la confidentialité des informations. Très bien. On a une autre question un peu plus avancée, mais disons intellectuellement stimulante, peut-être pour Dominique. C'est pour la théorie U de la part de Yanis. Il vous pose la question pour la théorie U. Est-ce que c'est une approche systémique ou réductionniste? Euh, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre. C'est une théorie c'est une méthode de leadership qui est construite sur l'intelligence collective, je crois, essentiellement. Donc, ça serait plutôt systémique. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit basé vraiment sur l'approche systémique pour construire son approche au départ. Mais je pense que c'est plus en lien avec la systémique. Voilà. Par définition, parce qu'on parle d'intelligence collective, donc d'interaction entre les acteurs, etc., etc. Très bien. Et une autre question de Boula Noir. Comment classez-vous les différents niveaux de changement à travers les exemples cités? Je pense Les pour vous, différents niveaux de changement. ouais. Alors, je suppose qu'on parle des changements tels que définis dans l'approche systémique, changement de niveau 1, changement de niveau 2. Je suppose que c'est ça. Je pense que c'est ça, ouais. C'est ça. Il y a effectivement des acteurs qui ont publié un ouvrage et qui présentent l'approche de changement de niveau 1, de niveau 2. Donc des micro-changements qui ne touchent pas vraiment le système, qui vont simplement changer un certain nombre d'éléments peu structurants, et un changement de niveau 2 qui va changer vraiment le comportement dans sa globalité du système. Donc là, ça va dépendre beaucoup du type de changement, de transformation que vous menez, par exemple. Très Donc, bien. il y a un petit livre qui parle de Ouais. ça, qui s'appelle Le changement. Je ne sais plus si je l'ai pas loin ou pas. Si je le retrouve, je vous mettrai la référence. Voilà, si je l'ai. De Paul Walensky, Wickland et Fish. Et ça s'appelle Changement, paradoxe et psychothérapie, pour ceux qui sont intéressés. Très bien. Peut-être on a plus de temps, mais peut-être on va clôturer avec cette question de Imad. Euh, il- c'est à propos, il a dit, il vous pose la question, voyez-vous une incompatibilité entre l'organisation matricielle classique et la dynamique d'agilité systémique? Non. Alors, il y a toutes les organisations, toutes les structures vont pouvoir provoquer des freins plus ou moins grands à un type de changement par rapport à un autre. Mais il n'y a pas une structure qui va empêcher tout changement. Par exemple, l'agilité peut se mettre partout. Enfin, ça dépend aussi de ce que vous définissez comme l'agilité. Si l'agilité, c'est la capacité à apprendre et s'adapter, tous les acteurs humains et organisations humaines passent leur temps à apprendre et à s'adapter. Ils le font plus ou moins vite, ils le font plus ou moins globalement, ils le font plus ou moins en profondeur, mais c'est humain. Ou alors ils disparaissent. Euh, mais une organisation, elle s'adapte en continu. Donc après, elle le fait plus ou moins facilement, plus ou moins fluide, mais voilà, ça c'est ma perception des choses, mais je ne sais pas si Viviane, si tu es d'accord ou pas. Je pense qu'effectivement,
Quand on parle de structure organisationnelle, matricielle ou agile, on aura peut-être plus de facilité avec des équipes agiles qui sont finalement en petite task force, hein, finalement dédiées pour opérer ce changement, que des grosses organisations matricielles où finalement on a un peu une dispersion des ressources qui sera peut-être plus difficile à mobiliser, je pense, Bon, après, sur vous avez des organisations matricielles, des organisations en business unit, vous avez des organisations, on voit de plus en plus organisées autour de chaînes de valeur ou de produits. Donc, toutes ces différentes organisations ont leurs atouts, par exemple, si vous voulez mettre en proche quelque chose de plus ou moins agile. Ouais, Mais ce n'est pas impossible, l'agilité peut se mettre quand même partout. très très bien. Il y a encore beaucoup de questions passionnantes, mais en fait le temps nous impose de nous arrêter là pour ce soir. Si vous souhaitez aussi approfondir certains points, n'hésitez pas à contacter directement nos intervenants sur leur LinkedIn respective. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci encore pour vos questions aussi. Donc, notre webinaire touche à sa fin. Avant de conclure, je tiens à remercier chaleureusement nos deux intervenants, Dominique Loz et Sylvie Diane Labrosse, pour la richesse et la clarté de leur partage et ainsi que pour la hauteur de vue qu'ils ont apportée sur la conduite de changement. Merci également à vous toutes et tous pour votre présence active, vos questions et votre attention tout au long de cette question. Pour prolonger cette dynamique, nous vous invitons à consulter régulièrement le site de PMI France afin de découvrir les événements à venir. À la fin de ce webinaire, un court questionnaire de satisfaction s'affichera automatiquement dans Zoom. Vos retours nous sont précieux pour continuer à vous proposer des contenus de qualité. Ce webinaire est également enregistré et sera mis en ligne prochainement sur la chaîne YouTube de PMI France. Dès lors, un email vous sera adressé avec le lien vers le replay. Voici, avant de clôturer, voici une présentation de notre équipe. Le pôle PMI Yvelines, c'est une équipe dynamique de 6 bénévoles passionnés que vous voyez ici à l'écran, chacun engagé dans l'organisation de nos événements tout au long de l'année. Nous organisons différents formats d'événements, des webinaires comme celui de ce soir, des conférences en partenariat avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et des rencontres de networking pour favoriser les échanges entre professionnels. Notre objectif est vous proposer des contenus de qualité et de créer des espaces de partage conviviaux et inspirants pour échanger, apprendre et progresser ensemble. Enfin, ce webinaire vous permet d'obtenir 1,5 PDU dans la catégorie Ways of Working. Le code s'affiche actuellement à l'écran et on va le copier dans le chat. Je vous laisse le soin de le noter. Encore un grand merci à toutes et à tous pour votre participation ce soir. Très belle soirée et à bientôt pour un prochain événement du PMI Yvelines. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Merci à tous et à Merci. bientôt. Sied, je te propose qu'on reste encore quelques minutes le temps que tout le monde note le PDU. Oui, bien sûr. Merci.